Bon, si t'as kické, j'imagine que t'as envie de savoir pourquoi selon nous l'arc Onigashima a été gâché, en quoi cet arc n'a pas tenu toutes ses promesses, quels auraient été les points améliorés, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tu dois te demander, est-ce qu'on va détruire l'arc? Bien sûr que non. Cet arc reste très beau au global, avec des gros combats qu'on attendait, mais il y a certaines choses qui ont été maltraitées. Onigashima est l'un des arcs les plus importants de One Piece. C'est un tournant majeur de l'œuvre, un arc où Luffy s'est plus rapproché de son rêve de devenir roi des pirates que dans n'importe quel autre, en faisant tomber 2 Yonko et en devenant l'un d'eux. Les Mugiwara se sont vraiment affirmés comme un équipage d'empereurs, notamment le Monster Trio, avec Sanji qui a fait tomber un deuxième commandant de Yonko en la personne de Queen, et Zoro en battant un second de Yonko, King. Bref, on sent qu'on est vraiment monté d'un niveau par rapport à avant. Mais si on y regarde de plus près, on peut voir que cet arc qui est un des plus importants pour l'œuvre a des défauts qui, à notre sens, ont gâché l'arc en le rendant moins impactant et marquant qu'il aurait dû l'être. Genre tu compares Onigashima à Marineford, lequel est le plus marquant? Voilà, même pas besoin de répondre. Le côté dramatique de Marineford et les enjeux étaient vraiment prenants, c'était juste ouf. Là bon, le côté dramatique, il y avait tout pour que ça fonctionne à Onigashima. Mais au final, on n'a jamais senti ce climat de danger ni d'énormes enjeux dans la bataille. Ça a été mentionné en mode celui qui gagne ce combat se rapprochera du One Piece, mais bon, on l'a pas vraiment ressenti et c'est ça qui reste le plus important, le fait qu'on le ressente. Et bon, à Marineford, pour accentuer le côté dramatique, on a eu des morts, Barbe Blanche, Ace, ça c'était choquant. Là, à Onigashima, il y avait encore une fois la place, avec les fourreaux rouges par exemple, mais non, toujours pas. Par exemple, Big Mom. C'est une déception, on était là en mode oh mon dieu, 2 Yonko, mais on en a un seul, Kaido. On n'a pas senti la réelle menace de 2 empereurs. C'est peut-être dû au fait qu'il n'y avait pas l'équipage de Big Mom. Ça d'ailleurs, c'est une énorme blague, mais vous inquiétez pas, on va en reparler. Il y a aussi les fourreaux rouges qui auraient dû mourir. Ils débarquent sur Onigashima, ils détruisent leur bateau en mode on ne reviendra pas, on est là pour la guerre, c'était trop stylé, on s'est dit let's go, ça va être épique. Pendant le combat contre Kaido, lorsque ce dernier leur dit qu'il ferait mieux de fuir et qu'ils répondent qu'ils en ont marre de fuir et qu'ils ne souhaitent que rejoindre leur seigneur, c'était putain d'incroyable. Quand Kinemon se sacrifie pour permettre à Shinobu de s'échapper avec Momo, ou encore le flashback où il demande à Momo d'accepter la requête de Toki de voyager 20 ans dans le futur afin de pouvoir venger Oden. En gros, ce côté ultime bataille pour les fours rouges qui nous a été teasé tout du long mais qu'on n'a jamais eu. Finalement, tu en as que 2 qui ne sont pas revenus, Ashura Doji et Izo. Mais c'est pas ouf, on aurait pu nous faire une scène où ils meurent tous ensemble de façon épique en pensant à Oden. Il y avait vraiment la place de faire quelque chose de légendaire, surtout quand on sait qu'il n'y a rien de plus honorifique pour un samouraï que de trouver la mort au combat. Bon, on peut faire le contre-argument que Momo a besoin d'eux dans son nouveau rôle de shogun, mais merde quoi, ça aurait été tellement épique qu'il va falloir qu'il apprenne à se démerder bordel. En plus au final, Yamato reste sur l'île, elle aurait pu jouer ce rôle accompagnée de Iori et Sukiyaki. Parenthèse, le vieux Yogoro, la scène était cool, c'est bon, il était parti. Mais non, on le garde en vie et pourquoi? Je sais pas, pendant son combat contre Kaido, Luffy aurait pu apprendre la mort de ce dernier et réaliser encore plus la gravité de la situation. Mais non, on le garde en vie et pour rien en plus. Pour résumer, on n'a jamais senti ce côté guerre, ce côté dramatique, avec ce sentiment d'insécurité qui te fait dire que tout le monde peut y passer alors qu'il y avait vraiment la place de le faire. Bon, il y a eu quelques morts malgré tout, notamment celle d'Orochi qui était très satisfaisante. Bon, il y a aussi eu la mort complètement aux F de Hawkins, tout le monde s'en fout, et surtout la pseudo-mort de Big Mom et Kaido absolument pas impactante. Bon, Big Mom, elle est sûrement pas morte, mais par contre pour Kaido, on aurait pu avoir une mort ultra stylée, avec un speech de fin en parlant de sa jalousie envers Roger et Barbe Blanche, en faisant un passage de flambeau à la nouvelle génération, car pendant le combat contre Luffy, il a répété quelques fois que Luffy et ses compagnons étaient les héros que Wano attendait. Il avait conscience de ça, ou en nous apprenant des choses sur les Rocks, ou en adressant ses dernières pensées à son fils de manière émouvante, ce qui aurait pu donner une autre facette du perso, enfin quelque chose de vraiment stylé quoi, pas une vieille planche où il tombe dans la lave. On parle de Kaido les gars, l'un des plus grands antagonistes de l'œuvre, si ce n'est le plus grand, parce que certes comme on le dit sa mort est ratée, mais sinon pendant l'arc c'est un putain de goth, le gars s'est tapé contre tout le monde, les fourreaux rouges, Zoro, Yamato, Luffy plusieurs fois, tout en faisant voler l'île d'Onigashima. Les petits passages où il parle de Joboy aussi, c'était très bon. Après tout ce qu'il a fait, s'il avait eu une mort marquante, ça aurait sublimé de fou le personnage, ça aurait été magnifique. C'est pour ça que c'est dommage, car comme on le dit, ce n'est pas nul, c'est juste que c'est gâché quoi, ça aurait pu être mieux. Ah oui, au fait, d'ailleurs, Eiichiro, t'avais dit quoi? Qu'il faudrait plus qu'un simple coup de poing pour finir Kaido, et finalement t'as fait quoi? Alors oui, il est mort dans une éruption volcanique sous-marine, mais Luffy le termine littéralement avec un coup de poing. Bon allez, on pardonne Eiichiro. Après le côté dramatique, un autre truc un peu décevant, le traitement de certains personnages, notamment les Mugiwara. Dans le cas d'Usopp, ce dernier a été inexistant, hormis prendre la fuite avec Nami et Tama sur le dos du cabot contre Page One, il n'a eu aucun impact sur le déroulement de l'arc. Juste pour imaginer, enlève Usopp de l'arc et voici quelque chose de majeur change. Très
vite tu te rendras compte que non malheureusement, et on pourrait dire la même chose de Brook. À part être le garde du corps de Robin, on l'a pas vraiment vu à l'action. On pense qu'il aurait mérité son gros combat. Il est énormément sous-coté, on le sait. Niveau puissance, il est vraiment pas dégueu. Il a tenu tête à Big Mom pour rappel. Voilà, c'est un peu le même problème qu'avec Usopp, ils n'ont rien eu. On peut également faire le lien avec Chopper. À part fabriquer un antidote pour une pseudo sous-intrigue quasi inutile, c'est pas celui qu'on a vu le plus, ce bon vieux Tony. Son plus grand fait d'armes, c'est d'avoir claqué Queen dans une scène humoristique. Sans compter qu'on pense que la plupart d'entre vous s'attendaient à ce que Chopper utilise ses connaissances pour soigner tous ceux qui avaient mangé des Smiles. À la rigueur, ça aurait pu avoir un impact. Mais finalement, tu as soigné qui, Chopper? Il y a de grandes chances pour que Chopper parvienne finalement à les soigner tout en réalisant son rêve de soigner toutes les maladies du monde. Peut-être qu'Oda attend de développer davantage tout le côté autour de la science dans One Piece, vu que les Smiles ont été fabriqués avec un lien avec la science, mais ça aurait été plus symbolique de le faire à Wano en mode les Mugiwara partent en ayant mis bien tout le monde. Et maintenant, Zoro. Alors là, tu vas te dire qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme connerie cette fois? Attends, s'il te plaît. Zoro, ça a été très cool, c'est devenu un second Yonko, son combat contre King était cool comme ses différentes masterclass sur le toit contre Kaido et Big Mom. Ça faisait environ 13 ans, à peu près depuis Sabondi qu'on l'avait pas vu galérer et se surpasser, donc c'est ultra plaisant de revoir ça à nouveau. Mais au niveau de ses origines, il y a un problème là. Alors on va pas parler de Ushimaru Shimotsuki en mode imaginer c'est le père de Zoro parce que non, Oda l'a dit dans le SBS du tome 101, il ne l'est pas. Cependant, à part le flashback pendant son combat contre King où il apprend que le vieux de son village de son vrai nom, Shimotsuki Kozaburo, était en réalité le forgeron d'Enma et du Wado Ishimonji, et le grand-père de Kuina, ce qui fait de Kuina une Shimotsuki ainsi que son père Koshiro, on n'a pas eu grand chose. Après sur ce point là tu peux juste nous dire que Zoro n'est pas originaire du pays des Wa et c'est sûrement le cas du coup, mais il aurait fallu soit clarifier le truc, soit nous donner une piste. Parce que perso, avant d'arriver sur l'arc de Wano, on était en mode ça va être l'arc de Zoro. Après Sanji à Whole Cake, autour de Zoro, nous dévoiler ses origines. Vu qu'il est lié à Wano et finalement rien. Donc petite déception de ce côté là, après rien de grave, mais voilà, il fallait le notifier. Maintenant parlons d'un autre personnage qui n'est pas un Mugiwara. Enfin si, enfin non. Enfin on va parler de Yamato. Elle ou il, on sait plus, a endossé le rôle du garde du corps de Momo jusqu'à ce que celui-ci devienne un dragon grâce à Shinobu qui a utilisé ses pouvoirs de la maturation. Elle s'est également battue pendant quelques instants contre son père mais sans vraiment d'enjeu. On a quand même eu le droit à un flashback très sympathique avec Ace et quand elle était enfant. Mais le problème c'est qu'au sein même de l'intrigue de l'arc, on n'a pas retrouvé ce côté fils de Kaido. Son plus grand accomplissement c'est d'avoir empêché que le stock d'armement explose et ce genre de truc c'est un accomplissement de perso de second plan. Donc finalement, à quoi a-t-elle réellement servi? Avec son niveau de puissance qui doit équivaloir à un amiral environ vu qu'elle a tenu tête à Kaido, ça aurait été pas mal de lui donner un gros combat. Le personnage n'est pas non plus horrible mais on était en droit d'en attendre plus du fils de Kaido. On passe au Tobiropo. Ils se sont tous fait battre quasiment en un chapitre chacun, alors certes on ne va pas passer 50 chapitres sur un seul Tobiropo, sinon c'est chiant, mais on pense particulièrement à Wuzwu. Car design ultra stylé, il veut prendre la tête d'un des Okanban, ancien marine chargé de la protection du Ito Itonomi modèle Nika. Sur le papier, il est très ultra intéressant. Et finalement, c'est 2 coups pour Jinbei, mais vraiment, il lui fait une prise de judo, puis plus tard dans le combat, il lui met un énorme direct dans la face et c'est plié. Pour replacer le délire quand même, on parle d'un gars qui connaît les bails de Nika et s'est même dit que le bug était prometteur, autant que Rob Lucci. Et tu le fais battre en 2 coups, le combat n'est pas nul, mais vraiment quoi, ce perso méritait mieux. Que ce soit le CP0 qui voulait l'éliminer ou le matchmaking avec Jinbei, qui on trouve n'est pas le mieux autant pour Jinbei que pour Wuzwu, on voyait vraiment un truc original pour ce perso, dû à sa double facette d'ancien marine et de pirate. Quelque chose d'un peu plus exotique. Finalement, il a juste un traitement ultra basique, combat, défaite. Maintenant, on va passer au duo des Tobiropo, Page One et sa sœur Ulti, sûrement les Tobiropo les plus inutiles. Page One, lui, c'est très simple. Il s'est fait one shot d'un coup de poing dans la face par Big Mom, comme ça, en une case. Quant à Ulti, elle, on l'a un peu plus respectée, mais bon, on l'a limite trop vue. À chaque fois qu'on la voyait, elle se faisait éclater, la première fois par Yamato, ensuite par Big Mom, et revenait toujours en colère en cherchant son frère. C'est assez saoulant à force. C'était assez cool de la voir se faire terminer une bonne fois pour toutes par Nami et Zeus. Seul truc à noter, c'est qu'apparemment Big Mom aime pas trop cette fratrie. Il y a également ce bon gros mammouth qui change de couleur entre les arcs. On parle de Jack évidemment. Bon, là, c'est pas possible. On parle d'un commandant de Yonko, et le gars passe la majeure partie de son temps à se faire terminer. Il arrive sur le toit, il se fait défoncer par Nico et Inu. Kaido est obligé d'intervenir en mode non, c'est bon, laissez-le tranquille. Merde quoi, un peu de respect pour ensuite plus tard se battre en 1v1 contre Inu. Pour le coup, Jack s'est vraiment gâché. Le combat qui aurait dû être fait, c'était Jack versus Jinbei. On aurait eu un équilibre parfait en termes de rapport de puissance entre Jinbei, Sanji, Zoro. Au lieu de ça, il y a eu cafouillage et Jinbei se retrouve à se battre contre un Tobiropo alors qu'il était censé se battre contre un commandant, car il serait logique qu'il ait le niveau de commandant pour respecter la hiérarchie entre les Yonko qui ont 3 commandants chacun. Après, le combat entre Jack et Inu est compréhensible en raison de la symbolique. Le fait que Jack ait dévasté Zou légitime ce combat, donc comme pour beaucoup de choses, on le répète encore une fois, ce n'est pas nul, c'est qu'il y avait mieux à faire selon nous. Une autre déception, et cette fois c'est pas que c'était bien mais que ça aurait pu être mieux. Non, là c'est du gâchis, c'est l'équipage de Big Mom. Ça joue énormément sur le côté enjeu, dangerosité, dramatique de l'arc. De base sur Onigashima, c'était censé être incroyable, dangereux, etc. Parce que Luffy et l'Alliance allaient se battre contre 2 empereurs, et dans le côté dangereux des empereurs, il y a aussi le fait que chacun d'eux possède un équipage incroyablement fort. Mais là, il y avait que Big Mom et Perospero. Aucun de ses commandants, pas de Katakuri, pas de Cracker et encore moins de Smoothie, alors qu'en plus, elle était sur le bateau. Non, sans déconner, Smoothie, elle a aucun palmarès, alors que c'est un putain de commandant. Tout ce qu'ils ont fait, c'est prendre des bains du côté de la cascade, c'est une blague, on ne sait même pas ce qu'ils sont devenus au final,
après avoir été éjecté par Marco, aucune info, c'est vraiment dommage. La bataille aurait pu être encore plus importante, mais ils sont juste là, voilà, pour rien. Comme le dit Morgan Big News, le dernier message du CP0 est qu'ils ont aperçu le navire de Big Mom, alors peut-être qu'ils ont récupéré leur daronne, mais on n'en sait rien, pas de confirmation. Un autre point dérangeant qui fait ralentir le rythme de l'arc, c'est les nombreuses sous-intrigues dont certaines sont vraiment osef. On pense particulièrement à Raizo versus Fukurokojo ou Apu versus Drake. Franchement, c'est pas impactant de fou. Et quand t'es en plein combat Luffy versus Kaido et qu'on te le coupe pour te parler de la relation de Raizo et Fukurokojo, c'est barbant. Pareil pour Drake et Apu. Leur mini querelle suivie d'une alliance, ça n'apporte rien du tout. Le seul truc que ça apporte, c'est de rallonger le récit et de faire ralentir le rythme. Et le moment où Queen diffuse le virus avec son fusil et que Chopper passe je ne sais combien de temps à fabriquer un vaccin, ça a servi à quoi? Même le seul truc important qui aurait pu en dégager la mort de Yogoro, on l'a pas eu. Tu vas dire oui, mais du coup ils ont rallié des alliés. Ils auraient pu trouver un moyen plus simple de le faire, comme avec Otama et ses Kibidango. Là encore, on a juste ralenti le rythme. À ce moment-là, on voulait juste qu'ils montent sur ce putain de toit, mais non, on devait se taper ça. Il y a aussi le CP0, on dirait qu'ils sont là juste pour dire « Oh, regardez, il y a le CP0, ça déconne vraiment pas ». Alors qu'en réalité, ils ont quasi rien fait. On dirait qu'ils n'ont pas leur place ici, que l'ampleur du conflit les dépasse. Leur pseudo-chasse de Robin, on sait qu'ils la veulent et qu'elle va être très importante pour la suite, mais pourquoi remettre ça sur le tapis si finalement il ne lui arrive rien? C'est un peu le problème de cet arc. On te met des choses en place pour que tu dises « Ah oui, d'accord, là ça va être fou », mais au final, on n'en fait rien ou pas grand-chose. Après, il n'y a pas que du mauvais. La sous-intrigue Iori et Orochi, c'était vraiment cool. Justement pour ce que ça apporte, la vengeance de Iori et le fait qu'elle peut tout lâcher après s'être tenue pendant 20 ans, c'était très intéressant. Ah oui, aussi, petite note, on dit que l'équipage de Big Mom c'est une blague, mais il y en a qui sont encore plus ridicules. La marine, les gars envoient des troufions. Aucun amiral ni vice-amiral. Alors que t'as deux Yonko, les 4 membres les plus forts des Supernova, Luffy, Zoro, Kid et Law. Et oui, on compte pas Teach, t'inquiète. Alors certes, ils ne voulaient pas déployer toute leur force sur Wano, car ils n'avaient pas assez d'enseignements. Mais quid de Ryokyogu? À quoi ce mec a-t-il servi? Si tu l'enlèves de l'arc, que se passe-t-il différent? Rien. Finalement, la marine, ils ont fait quoi? Absolument rien. Voilà, c'est à présent terminé, on en a fini de cracher notre venin. Au fond, Onigashima c'est un super arc. C'est juste que si on paraît si dur, c'est parce que justement, on aime beaucoup One Piece. Et du coup, on veut que l'œuvre atteigne 100% de son potentiel. Selon nous, toujours, encore une fois, ce n'est que notre avis. On ne prétend pas que notre vision est la meilleure ou la plus juste. Non, parce qu'on vous a vu sur la vidéo Evangelion. Bref, sur ce les gars, à la prochaine.